seul. Bienvenue dans Dinguerie Room. Le point commun entre mes invités et moi, un micro et une passion pour le rire, l'humour, la scène. Tout ce qui nous anime et nous fait vibrer, flipper, rêver. La dinguerie. Bienvenue. Où est-ce que je m'installe, Amel? Tu peux t'installer là. C'est bien? Ah bah oui, j'aurais dû deviner, le siège est à ma taille. Alors, bonjour, bienvenue, good morning Vietnam. T'as une bouteille d'eau, Oui. t'as tes petits gâteaux préférés. Comment tu sais? Bah écoute, il y a C'est dingue. Clémence Friès à la production, je peux te dire que ça gollerait up. Eh ben Clémence, en Elle plus, a fouillé regarde comment elle a fait. dans Elle- ta life, elle a mis elle allait d'abord- en bas de chez Watt, elle a ouvert tes Non, mais poubelles. ce qui est marrant, c'est qu'elle a mis les gâteaux que j'aime bien Ouais. là, et au-dessous, elle a mis... Ceux que t'aimes up. non, si, mais ceux de mes origines. Oui, Cornes de les gazelle. cornes de gazelle. C'est sympa. Parce que, par exemple, moi, j'aime pas trop les gâteaux rebeux. Pourquoi? Je trouve Vendose ça... ouais, je n'en peux plus. Ah ouais, ça te fait pas une Madeleine de Proust? Non, j'aime bien les mini macros, j'aime bien quand c'est petit. Ouais. On m'en offre souvent, on m'en donne souvent, mais c'est pas forcément le Et truc tu le qui... prends bien quand on t'offre des gâteaux orientaux? Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Ouais, Quand moi, on je sais m'offre, pas. Moi, j'aime bien, moi. Hein. Moi, ça me rappelle chaque gâteau, chaque forme de gâteau, Ouais. me rappelle un invité qui est venu à la maison. Sérieux? Bah oui, parce que c'était que pour les invités, Oui. les gâteaux. Donc, forcément. pas le droit d'y toucher. j'avais- Mais pourquoi? Pour chaque gâteau, j'avais la tête d'un oncle. C'est con, hein. Mais c'est ça. Et oui, non, parce que moi, j'avais le droit, mais bon, on n'y mangeait pas beaucoup. En tout cas, à la fin, il fallait... Mais ça me rappelait la préparation. Tu sais, cette odeur un peu dans la cuisine. Ça, c'est où magnifique. La maman, la tata, ils sont en Des train de heures préparer et des heures. pour l'Aïd, Ouais. ou pour une naissance. Voilà, ça me rappelle ça. Après, je suis pas forcément très friand de tout ça, mais ça me rappelle ça. Ça me Tu rappelle aimes bien cette les- ambiance joviale. Et t'aimes bien les barquettes de lu à la Les fraise? barquettes de lu, parce que je les ai découvertes quand j'ai été connu. Avant, comme je mangeais des faux, je pensais que c'était ceux-là les vrais. Et dès que je les ai découverts, c'est-à-dire il n'y a même pas 10 ans, il y a un peu plus de 10 ans quand même, j'ai kiffé. J'ai dit, mais c'est incroyable, cette architecture et tout. J'ai Cette commencé- architecture, En plus, carrément. qu'est-ce que je faisais? Je mange le gâteau qui est autour et la confiture au milieu, je la mange à la fin. Mesdames et messieurs, Oui. j'ai l'honneur de recevoir Mais dis donc. un ami, Oui. un gars que je connais depuis des années, Très un gars longtemps. avec qui j'ai grandi dans le game, c'est-à-dire on a Exactement. vu, on a eu des hauts, des bas ensemble, on s'est soutenus, mesdames et messieurs, un maximum de bruit pour Boudère. Bonjour. Mais ça me fait, tu sais que ça me fait énormément plaisir. C'est vrai, écoute, C'est vrai, je dis pas ça dans toutes les émissions. Non, je rigole. Non, mais ça me fait plaisir non mais je parce sais, que je t'ai j'ai appelé, pas- tu m'as direct dit. parce que je suis pas en émission là. Ouais, Là, je suis chez Mareuse, tranquille. On est en détente. Je pourrais dire des trucs que je dirais jamais ailleurs parce que je suis en détente. Voilà. Est-ce que tu te rappelles la première fois qu'on s'est vus? J'ai essayé de réfléchir tout à Alors, l'heure on sur s'est le chemin. vus. La première fois. Moi, je t'ai connu, tu faisais la météo sur Canal. Ah ouais. Et on s'est croisés via des amis qu'on avait un peu en commun. Et déjà, à l'époque, moi, j'étais sur scène et tu me disais, je suis en train de me prendre la tête, je veux faire du one man. Je me sens, j'ai des trucs à dire, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de foncer. Voilà, je vais monter, passe me voir quand je suis sur scène. Ah, je me rappelle. Et moi, je Et là- te connaissais bien. Tu fais partie de ces gens-là, en fait. Il y a certaines personnes qui sont connues avant d'être connues, qui sont connues déjà. À Paname, t'étais connu. Les gens... Ouais. Il y a des personnes comme Django. Ça me fait penser à Django. Ouais. C'est des légendes urbaines, comme ça. On les connaît. Tout le monde les connaît. Et... On sait pas à quel âge ils ont. Non, mais on comment les ils ont connaît. atterri sur Terre. Tout le monde sait, ouais, qui est Rama dans Paname. Tout le monde va dire, voilà, Django, Boudère. Et donc, je te connaissais bien avant de réputation. Ouais, et on s'est perdu de vue. Enfin, perdu de vue comme ça, parce que le truc. Et on s'est revu chez Jamel. Alors, Si et je tu me te rappelle souviens. très bien. Alors, on se voyait avec la famille Ouldali, des avec personnes qui Rachid t'ont et tout, ouais. accompagné, avec Rachid qui t'ont accompagné. Et Mousse Diouf Il aussi y avait qui m'avait Mousse présenté. Diouf, la Rahmo, paix à son âme. Oui. Et on se voyait là, on se voyait aux Quatre Frères. Exactement. On mangeait beaucoup aux Quatre Frères. C'est un restaurant à même Paris montant, exactement. qui propose des brochettes. Tu t'en rappelles ou c'est un placement de produit? Non, tu t'en rappelles. J'aimerais bien qu'il m'offre de temps en temps des chètes bro. Ouais. On s'est vu là-bas, ouais. C'est vrai qu'on... On allait souvent aux On Quatre se Frères. croisait, on avait des amis en commun, comme Lilou, tout ça. Comme Nilou, comme non, mais Rachid, c'est comme vrai, Rachid. Farouk, comme... enfin, Exactement. tous ces- Et après,
Je me rappelle d'une soirée chez Jamel, avec ce qu'on avait rigolé. Une soirée mémorable où il y a eu une joute verbale. Oui, entre Jamel et moi. Entre Jamel et toi. Ouais, je me rappelle. Et là, je me suis dit, waouh, tu étais en forme. Ah oui. Mais j'ai cru que j'allais crever de rire. Mais Jamel était bon aussi. On avait bien rigolé, on s'était bien vanné. Vous vous êtes bien vanné. C'est vrai que c'était une belle soirée, quelle rigolade. Je me rappelle qu'il y avait Django qui était là aussi entre les deux. Django, c'est le garde du corps de Jamel qui est devenu auteur, qui est très marrant aussi. Qui est le frère de DJ Abdel aussi. Qui est le frère de DJ Abdel. T'as vu, c'est la MIFA, tout voilà, ça. c'est le 19e arrondissement. C'est là où j'ai grandi, donc forcément. Et tu te rappelles... Enfin, je trouve que t'es quelqu'un qui soutient beaucoup, justement, quand je t'avais dit j'ai envie de monter sur scène. T'es quelqu'un qui encourage beaucoup. Et on avait eu l'idée avec Noum Diawara d'écrire une pièce de théâtre. Exactement. Et on l'a jouée devant 6 personnes, dont Watt. J'étais là. T'étais là. Avec Tariq. Tariq, de Beurre FM qui était là. De Beurre FM. Exactement. Ah oui, c'est vrai. Tu te rappelles? Mais je me rappelle très bien. C'était à l'Apollo Théâtre, qui s'appelait Le Temple à l'époque. Et c'était dans la petite salle de 90. On n'était pas nombreux, mais j'avais pris une vraie baffe. J'avais kiffé. Et tu nous avais encouragés, tu nous avais invités chez Beurre FM. Je vous ai dit, venez, on va faire... Parce qu'à l'époque, il y avait le film Beurre sur la ville qui sortait. Et avant que le film Beurre sur la ville sorte, dans lequel j'avais le premier rôle, je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose en attendant. Donc j'avais fait la matinale à Beurre FM. Et je voulais pas, dans la matinale de Beurre FM, ma clause avec Beurre FM, c'était de... Ok, je veux bien inviter des chanteurs de rail de temps en temps, mais je voulais vraiment ouvrir la radio à plein d'autres choses. Donc il y a eu... à la culture. À la culture, voilà. Donc il y a eu Gasquet, le tennisman qui est venu, il y a Géraldine et Laïla qui sont venus pour parler de leur film, Tout ce qui brille. Et à l'époque, c'était pas encore un truc, mais il y a vous. Il y a vous, toi et Noum. Et il y avait plein d'autres artistes comme ça, des chanteurs, des sportifs. Et c'est vrai, et on avait cartonné avec cette matinale. Parce que justement, c'était très mélangé. C'était ce que je prône depuis que je suis petit, le vivre ensemble. Et tu te rappelles donc de l'Apollo. Bon, c'est l'Apollo, le théâtre du Temple. Oui, bien sûr. Tu te rappelles de Jacques Dahan? Bien sûr, Jacques. Jacques, paix à son âme aussi, c'était le directeur du théâtre. Il fait partie des gens qui m'ont aidé. Parce que quand je suis arrivé avec La Grande Évasion, par exemple, il a tout de suite dit, je te prends, t'inquiète pas. La Grande Évasion, c'est la pièce de théâtre que tu as écrite. Écrite avec Paul Serré et Wahid Bouzidi. Et mon travail à moi, c'était vraiment de mettre en place et de pouvoir faire jouer un petit peu mon carnet d'adresses pour que mes potes et moi, on puisse s'exprimer dans Paris. Et c'était très compliqué de trouver un théâtre. Et Jacques, il a tout de suite dit oui. Jacques via sa fille Marine. Marine qui était super, mais Jacques était un personnage assez oui, c'est un personnage atypique. Hein. C'était un mec des années 80. C'est Jacques. Les producteurs des années 80. Tu te rappelles quand on allait dans ce bureau, dans le bureau de Jacques, donc c'est un loueur de salles de théâtre, mais il y avait aussi des costumes. Il vendait des costumes de... Ah, il faisait tout. C'est un truc de ouf. Il avait des cassettes vidéo, il avait des chaussettes, Mais c'était une manière sa manière d'être artiste un peu aussi. Et moi, j'ai que des bons souvenirs et que des bons trucs. Mon premier succès, je l'ai eu au Temple, avec mon premier spectacle, Boudère One Man Show. Qui était mis en scène par... Rachid Oudali, produit par Mousse Diouf. Oui. Et je me rappelle, tu te rappelles, dans ce spectacle-là, j'avais eu en première partie Fabrice, j'avais eu Thomas, j'avais eu tous ces mecs qui venaient, qui me disaient, voilà, on a envie de jouer, comment on peut faire? Je disais, tiens, on fait la première partie. Et quelques gens dit, Bounaïmin. Et de l'époque déjà, et c'est le premier qui m'a vraiment mis à l'aise au Temple. Et on avait cartonné au Temple, et j'ai que des très bons souvenirs. Et à l'époque, dans la petite salle d'à côté, il y avait un petit mec, un petit jeune qui venait d'arriver, qui s'appelait Mustapha El Atrassi. Oui. Voilà. Et c'est Mustapha qui m'a présenté, Mustapha El Atrassi qui m'a présenté Marine. C'est comme ça qu'on a pu jouer au Temple. Voilà. On jouait en même temps avec Mousse. Et c'est vrai que je dis à Jacques que Mousse, c'était mon cousin, juste pour pas qu'il y ait qu'il y ait pas d'arnaque au billet. Et c'était très rigolo, mais j'ai que des très bons souvenirs, moi, avec Jacques, c'est exceptionnel. Mais c'est comme ça, dans ma carrière, entre guillemets, qui continue, tu vois, tu croises des gens, alors tu croises des gens positifs, des gens négatifs, mais le tout fait que ça donne envie de continuer, quoi. Et quelle est ta plus grande dinguerie que t'aies eue sur scène? Parce que toi, t'en as gémant de la scène. Oh là là, des dingueries, j'en ai eu. J'ai eu des mecs bourrés, j'ai eu... Mais je pense que le truc le plus ouf que j'ai eu, c'était une fois, mais c'était en province. Ouais. Et il y a un mec qui était avec sa copine au premier rang, son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Donc classique,
Je dis rien la première fois. Et au bout de la deuxième, en plus, il avait mis sur vibreur, mais c'est les vibreurs, tu vois. Et vibreur aspirateur. Et je lui dis, et à un moment donné, je descends, je prends le téléphone. Je dis, je vais répondre parce que je pense que cette personne, enfin, je sais plus quelle je dis, tout le monde rigole. Donc, et lui est vraiment en panique. Et je décroche, et je dis allô. Et au bout du fil, bon, lui, il était avec une femme. Au bout du fil, j'entends, ouais, Boudère, est-ce que tu peux dire à mon connard de mari que je suis au 6e rang tout au fond? Mais le problème, c'est que moi, je suis le seul à recevoir cette information à ce moment-là du spectacle. Et je dis, pardon? Il dit, non, t'as très bien entendu, je suis au spectacle, je suis avec ma mère. Et ce connard, il m'a dit qu'il était parti en déplacement, je sais pas quoi, alors qu'il est tout devant avec sa... Bon, il a insulté la meuf. Et là, moi, je suis là. Et j'ai une demi-seconde, et je dis, non, mais, tu sais, je meuble, je dis, non, mais attendez, c'est pas grave, on en parlera après le spectacle. Et elle raccroche, et elle se déplace. Hey. Et elle se déplace, et elle arrive devant. Pour l'embrouiller. Ah oui, elle crée une petite embrouille. Et là, j'essaie de calmer. Je dis, écoutez, calmez-vous. Vous savez, on va quand même expliquer au public ce qui se passe. En fait, cette personne est venue avec une autre femme, et elle, c'est sa vraie femme. Ouais, t'as dit la vérité. Voilà, moi, j'ai dit la vérité. Bah, oui, dit la vérité. Je vais pas me niquer mon spectacle. J'ai dit la vérité. Donc, il s'est levé, il est parti sous un... Ouh, salopard, des noms d'oiseaux. Et il m'a fallu au moins un quart d'heure avant de revenir sur mon spectacle. Mais c'était... après, c'était un quart d'heure, non. Enfin, ça me paraissait très long. Ça devait durer 5 minutes. Mais 5 minutes après, ça a été que des vannes sur qui est venu avec une autre femme que la sienne. Que des trucs comme ça. Ça t'a fait 15 minutes. Ça m'a fait de l'impro. Ouais. Mais après, quand on a fini le spectacle et tout, et que j'étais sur la route, je me suis dit, mais c'est ouf quand même. Est-ce que ça arrive à d'autres gens ou que à moi? En fait, les gens qui viennent nous voir, c'est beaucoup d'adultères. J'ai remarqué, tu sais, parce que, voilà, écoute, une fois, on devait faire une captation d'un truc avec nous, il me semble, et tu devais faire signer, on dit, voilà, il y a une captation, je te dis, au moins, il y a 15 personnes qui se sont levées. Wow. Sinon, t'es cramé, je veux dire, si on te filme. Oui. Ouais. Donc, il y a un vrai truc d'adultère. Je viens avec ma maîtresse pour gaulerie un peu. Sinon, après, j'ai eu quoi? J'ai eu le couple bisou. C'est quoi? À chaque fois qu'une vanne était drôle, il embrassait sa meuf. Mais en mode les amours, là. Comme ça, pareil. C'est très marrant, mais très perturbant quand ils sont au deuxième rang. J'ai eu un couple qui s'est mis au fond et qui, là, c'était de la galoche fort. Hein. Ah ouais, ils cherchaient juste une salle sombre. Une salle où il n'y avait pas de lumière. Et c'est très perturbant. Mais c'est très perturbant. Au début, tu dis rien, puis à un moment donné, tu dis, excusez-moi, il y a des hôtels, je vous prête ma loge. Mais voilà, quoi, c'était marrant. C'est marrant, mais c'est pour ça que ça s'appelle le spectacle vivant. C'est parce que c'est vivant. Et je crois que d'autres dingueries que j'ai eues, une fois, mais ça c'était dans mes débuts, il y avait 12 personnes dans ma salle. Enfin, dans mes débuts, c'était après le Temple. Le Temple, ça cartonnait, on arrive au Splendide, au théâtre, ça a moins bien marché. Et le rideau s'ouvre et il y a 9 personnes dans la salle. C'est une salle de 360. Donc 9 personnes dans la salle, et tu dois jouer comme s'ils étaient 360. Ça fait partie du truc. Donc le rideau s'ouvre, je meuble un peu en impro, je leur dis écoutez, merci d'être venu à la répète. Enfin, je fais que des blagues comme ça. Je dis à l'ingé de lumière, baisse la lumière, ils sont pas beaucoup, ça sert à rien de gâcher toute la lumière. Et là, il y a un couple qui arrive en retard. Ouais, donc quand ils arrivent en retard, ils arrivent en retard. Et je leur dis, écoutez, vous êtes venus au moment où on est en réunion de production. Et je leur fais croire que c'est une réunion de production. Et après, j'atterris sur mon spectacle et tout. Mais c'était très marrant. Sinon, une fois, par contre, et ça, je me suis trompé de salle. Ouais. C'est-à-dire, toi qui jouais? Moi, je jouais, j'entends du bruit, j'arrive en retard. Et c'est très rare que j'arrive en retard. Je rentre direct dans la salle. Je vois des guitares, je vois des trucs, mais je calcule pas. Et je commence. Les gens étaient déjà assis? Ouais. Tu dis allez. Et je commence mon spectacle, tu vois. C'était un spectacle et tout. Et les gens pensent que je suis la première partie. Sauf que ça dure plus que prévu. Ça fait rigoler et tout, mais ça dure longtemps. Et je vois un mec sur le côté qui me fait viens. Et je comprends pas pourquoi il m'appelle. Après, donc moi je continue. Je lui dis attendez, il y a un problème, je crois, dans ma loge. Je sors, je me dis mais qu'est-ce que tu fous là? C'est pas ici ta salle. Toi, t'es dans la salle numéro 4. Je dis, vous êtes sûr? Bien oui. Sauf que dans la salle numéro 4, il y avait 8 personnes. Là, tu dis non, j'ai pas envie. Je vais jouer dans la 60, c'est mieux. Et voilà, mais tout ça, ça forge. Une fois, j'ai joué dans une salle dans un préau. Le préau de l'école. Le préau de l'école à Avignon. Ah, le fameux Avignon. Donc tu as fait Avignon. Oui, j'ai fait.
Non, mais ça c'était hors festival. Hein. Ah. Mais c'était avant le festival, j'allais jouer dans un quartier, et il y avait juste une lumière sur moi, et les gens ils rentraient et sortaient parce qu'il faisait très très chaud dans la salle. Donc ils sortaient, ils prenaient une bouffée d'air et ils revenaient. Et c'était assez rigolo. Mais ça forge. Aujourd'hui, je peux jouer dans une sandwicherie et le lendemain jouer à l'Olympia. C'est pas un truc qui me dérange. C'est génial. Ouais, je pense. Après, ça à vivre, hein, mais c'est... Et c'est le truc qui m'est resté à Mel, hein. C'est-à-dire que j'ai pas de trac avant de monter sur scène. J'ai aucun trac. Sérieux ? Rien. Le seul truc qui me fait up, c'est d'avoir personne dans la salle. Après, je l'ai compris par moi-même, hein, parce que je voulais aller voir un psy. Ça coûte très très cher. Ouais. Quand j'ai vu le prix du psy, j'ai compris moi-même ce que j'avais. Donc ça vient depuis que je suis tout petit. C'est quoi, l'abandon ? Je supporte pas être tout seul. Moi, pas l'abandon. D'être seul tout. Voilà, d'être seul tout. Parce que moi, quand je suis arrivé, je suis né en 78, en août 78 au Maroc. Ouais. Et je suis né avec un asthme très prononcé. Ouais. Je suis né à Figuig, petit village. Figuig, voilà. Au Maroc. Et à l'époque, l'asthme, ils ne connaissaient pas. L'asthme très prononcé, comme les bronchiolites et trucs comme ça, ils ne connaissaient pas là-bas. Donc le docteur, qui était aussi le carreleur et mécanicien du village, il a dit à ma mère, ce bébé ne va pas vivre au mois de décembre. Franchement, au mois de décembre, il ne va pas passer l'hiver, parce que l'hiver est rude ici et tout. Mon père était en France ici, et ma mère a écrit à mon père en lui disant voilà ce qui se passe, voilà ce qui va se passer. Et tout. Mon père n'a pas accepté, il a dit non, venez, je vais vous faire venir en France, et on va le soigner. Mon fils vivra. Donc quand je suis arrivé directement à l'hôpital Necker. Ouais. Du coup, à l'époque, même un peu aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas dormir avec ses enfants. À l'époque, en tout cas, dans les années 80... Non, on ne peut pas. On ne pouvait pas. Ma mère ne pouvait pas dormir avec moi, donc elle me laissait aux infirmières. Et elle partait, donc t'imagines un peu le déchirement de la mère, le cœur et tout. Et j'ai gardé ce truc en moi. Le fait de, quand je suis tout seul, je pleure. Et dès que j'entends chut ou un truc comme ça y est, j'arrête de pleurer. C'est-à-dire que mon père me disait, la nuit, tu te réveillais, tu pleurais, il fallait juste que je fasse de mon lit chut. En fait, mon père, c'est celui qui a un peu inventé les babyphones avant. Parce qu'il y avait des babyphones, il n'y avait pas besoin. Ouais. Et donc, de loin, il me faisait chut. Dès que j'entendais ça, j'arrêtais de pleurer, je dormais. C'est beau. Parce que je sentais qu'il y avait une présence. Qu'il y avait quelqu'un, qu'il était là. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai. Et c'est quoi est-ce que tu joues à partir de combien de personnes tu joues pas? À partir de combien de personnes On se posait ça, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait un plateau, il y avait très peu de personnes, et les jeunes disaient, bon, on joue pas. Non. Et je leur ai dit, bien sûr, on joue. Moi, à partir de combien je joue pas? À partir de s'il y a que mon équipe. S'il y a que, voilà, mais à partir... S'il y a 2 personnes dans la salle, je joue. S'il y en a une? Je joue. Tu joues? Mais t'imagines que cette personne est sortie de chez elle pour venir me voir. C'est une réussite. Alors bien sûr, entre 1 et 1000, je choisis 1000. Mais si le métier était autant facile que ça, tout le monde serait humoriste. Mais à partir d'une personne payante, forcément, parce que si elle est invitée, ça serait relou, je l'invite à boire un verre, c'est mieux. Mais à partir d'une personne qui a payé sa place, oui, je joue. Et je joue comme s'ils étaient 300. Et c'est exactement ça, notre métier, c'est tout faire pour remplir ces salles. C'est pour ça que les humoristes font des chroniques télé, des chroniques radio, certains humoristes me disent, je ne sais pas si c'est le cas pour toi, dis-moi, si je pouvais remplir ma salle sans faire de télé, sans rien, je ne ferais même pas de télé ni rien. Non, mais ça s'applique à nous. Quand je dis nous, entre guillemets, les anciens, c'est un peu là. Parce que nous, on n'avait pas TikTok, on n'avait pas Instagram, on n'avait pas Facebook. Il y avait vite fait Caramel et encore, MSN et encore. Et moi, je suis entre Jamel et le Jamel Comedy Club. Ma période, elle est arrivée. Je suis arrivé juste après Melja, tu vois. Et après, vous, avec le Comedy Club et tout ça. Et tu vois, de notre époque, mais tu es de cette époque-là parce que ce qui vous a fait exploser, c'est parce que tu faisais déjà des passages, tu faisais des barres de rire, des trucs comme ça, toi et toute l'équipe. S'il n'y avait pas Canal, peut-être que ça n'aurait pas eu cette projection. Donc nous, on est les enfants de la télé. À l'époque, pour remplir sa salle, il fallait faire un passage télé, drôle. Pas obligé d'en faire 100 000. Moi, j'avais fait une fois Ruquier, et Ruquier était venu voir le spectacle. Il m'a envoyé Annie Lemoine. Annie Lemoine, tu sais, c'était le truc, ça s'appelait On a tout essayé. Si elle kiffe, elle kiffe. Si elle kiffe pas, elle défonce ton spectacle. Donc c'était du qui tout double. Et Mousse, personne quand il m'a dit, je dis écoute, on fonce.
Bah, si c'est mort, c'est pas grave, on fera de la boulangerie. Et je lui dis, écoute, on y va. Et Annie, elle a adoré. Et quand elle a adoré, le lendemain, j'ai été complet pendant 3 mois. Et donc la télé, nous, c'était le seul outil de communication possible et imaginable. En plus du bouche à oreille, etc. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait qu'une seule émission d'humour qui s'appelait Les Coups d'humour. C'était sur TF1, le samedi, tard le soir. Et il fallait être produit par Glem Productions pour y passer. Ah, je me rappelle, le Coup d'humour, c'était un délire. Il y avait Marshall, il y avait Denis Marshall, Yves Massari, Maxime. C'était ceux-là qui étaient un peu plus primes. Les Nous, c'est nous, avec Jean Dujardin et tout. Avec Jean Dujardin. Les Cyclopes et tout. Donc tu vois, moi je suis un peu issu de cette génération-là, même si j'étais plus jeune, mais je venais d'arriver. Donc aujourd'hui, t'es pas obligé de passer à la télé. Aujourd'hui, si tu fais... T'as un truc sur Instagram. Ouais, t'as un lien direct avec ton public. Tu peux tout de suite. Ouais. Tu peux. La télé renforce, si tu veux, ce truc-là. Mais aujourd'hui, un humoriste qui se lancerait, s'il veut remplir sa salle, il n'a pas besoin de la télé, je te jure, il peut avec son téléphone. Moi, je prends le cas de Norman, parce que c'est quelqu'un que je connais, que j'apprécie. C'est devenu il a rempli ses salles en faisant des vidéos à partir de sa chambre. C'est con. C'est ça. Tu vois, moi, j'ai fait des vidéos avec mon fils pendant le premier confinement, et j'ai eu un autre public dans ma salle, des yeux, pas, tu vois, et très universel, tu vois. Mais je trouve que tu t'es vraiment bien renouvelé, tu fais en sorte d'être dans les moments présents, c'est-à-dire de composer avec les outils d'aujourd'hui. Avant, t'étais pas trop sur les réseaux et tout. T'as pris conscience des choses et tu t'es dit, OK, allez, je vais m'y intéresser. Bien sûr. Et tu t'es pris au jeu et j'ai l'impression que ça t'amuse, que c'est chouette, tu vois. Exactement. Mais c'est un outil de communication qu'on peut pas... Au début, je l'acceptais pas parce que il y avait tout et n'importe quoi dans les réseaux. Je me disais, non, j'étais encore dans ma formation d'enfant de la télé. Je me disais, si j'ai pas de télé, je vais pas remplir. J'étais plus dans ce truc-là. Et finalement, quand je me suis dit non, il faut juste trouver un angle qui me convient et qui me ressemble. Et oui, aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui, tu fais un passage au Paname, et tu le filmes, ça dure 6-7 minutes. Si c'est bon, si c'est bien écrit. Voilà, si et tu le mets sur Facebook, bah, si t'as 1 million de vues, ça peut scorer. T'as quand même suscité 1 million de gens qui ont été curieux de ce que tu fais. Et ça, je trouve ça énorme et super bien. Et maintenant, on te voit beaucoup à la télé, dans Vendredi tout est permis, exact, sur TPMP et tout. Est-ce que cet exercice est difficile ou pas ou est-ce que c'est quelque chose, tu te dis, allez, j'y vais pour garder un lien et pour être là. Est-ce que tu fais un effort pour aller là-dedans ou pas? Parce que moi aussi, je l'ai fait. Je sais qu'il faut être très en forme, il faut être très... C'est un vrai... pas tout le monde peut faire Vendredi tout est permis. Je veux dire, c'est... Après, si tu veux, moi, j'ai trouvé... vraiment là. Si tu veux, j'ai trouvé l'axe de comment le faire, ce genre d'émission-là. Alors, c'est des émissions où, bien sûr, on vient, entre guillemets, vendre sa soupe. Le truc de base, c'est ça. Donc, comme j'ai écrit un livre, j'ai fait un spectacle, j'ai écrit un livre... Donc, il faut bien que je vende mes trucs, sinon c'est compliqué. Encore pour en revenir à ce que je te disais, cette formation d'enfant de la télé. Donc, forcément, ouais. Après, quand t'arrives et que t'as des animateurs comme Cyril ou Arthur qui te tend la perche, qui te poussent à faire la vanne, qui te poussent à être dans le truc, et puis que toi, c'est vrai qu'il faut être joyeux ce jour-là, et que t'aies envie, et que tu sois avec une bande de potes et tout. Oui, forcément, moi, c'est un exercice que j'aime bien. Il faut savoir que c'est des émissions qui me remplissent énormément mes salles, en province et à Paris. Je suis presque à 9000 exemplaires de livres vendus. C'est une autobiographie. Tu te dis, normalement, quand tu écris une autobiographie, tu te dis, à part tes parents, ça va intéresser qui? Et là, tu te retrouves avec à peu près 8000 ou 9000 exemplaires vendus. C'est ça a mis un vrai coup de projecteur sur toi. Ça a mis un coup de projecteur sur moi. Il y a des gens qui me disaient, je savais pas que tu faisais de la scène. Je dis, mais vous êtes marrant, c'est le mec au premier spectacle, il était en 2002. Ah ouais, mais non, on sait que t'es drôle que maintenant. Parce qu'il vu à la télé. Parce que vu à la télé, parce que relayé par les réseaux, parce que après il y a eu une émission de blagues avec Cyril. Je faisais des blagues, en plus pas vulgaires, universelles et tout, qui plaisaient aux enfants. Donc, et puis j'ai toujours eu, depuis mes débuts, depuis le truc, de se dire, voilà, faut que je fasse rire les enfants. Oui, ça, je le vois dans tes spectacles, je vois que t'es très respectueux. Là, on m'a proposé,
j'avais peur parce qu'on m'a dit ouais, est-ce que tu voudrais bien venir Boudère va sûrement jouer à Dubaï. On joue là où on peut jouer, en Espagne, à Dubaï. Est-ce que tu aimerais jouer et tout? Je dis mais lui, il est tellement respectueux de son public. Et j'ai repris mes feuilles, mes textes. Je me dis bon alors gros mots, ok gros mots. Là gros mots. Je rayais mes trucs. Je me suis dit mais merde, je sais qu'il va y avoir des MIFA qui vont venir. Il va falloir revoir ma copie. Ouais. Donc, je t'ai dit ça, ouais. Ouais, je me suis dit ça. T'as un vrai... Et je pense qu'on tend tous à ça, nous les humoristes. Moi, mon rêve, c'est qu'il n'y ait plus de gros mots dans mes... Franchement, c'est dur parce que les gros mots, c'est facile, souvent, en fait. C'est ce que je dis souvent quand les mecs me disent je dis, mais je vous jure, c'est hyper facile d'écrire, de venir... tu pètes sur scène, excuse-moi l'expression, sur 200 personnes, il y en a 90 qui vont rigoler. Le paix, ça fait toujours rire. Bon, après, on se dit, est-ce qu'on est des artistes? On est des artistes. Moi, je me bats contre le mot star. Je suis pas une star, je suis un artiste. Faut savoir que tout ce qu'on fait part d'une feuille et un stylo. C'est ouf, quand même. Ah ouais, c'est un truc. Mais quand tu réfléchis, c'est dingue. On se réveille pas à 6h du matin, on prend pas une pelle, on prend pas un chalumeau, on prend pas une truelle. On va pas la mine. Voilà, on part d'une feuille, putain de feuille blanche qui peut rester blanche très longtemps parce qu'on n'a aucune idée, et d'un stylo bleu, vert ou stylo 4 couleurs si on a un peu d'oseille, tu vois, tout part de là. C'est-à-dire que je rends pas facile ce qu'on fait, c'est pas facile, c'est hyper chiant parce que moi j'ai dû écrire 7000 spectacles, 100 millions de vannes, et à la fin j'ai gardé qu'un spectacle et que quelques vannes. Donc tu vois, ces nuits de doute, ces vacances non prises, ces journées à te prendre la tête, à essayer de trouver un angle drôle dans ce qui t'est arrivé toi dans ta vie, en te disant ouais mais est-ce que ça va intéresser les gens, que je me fasse larguer, ou que je fasse ci, ou que je fasse ça. Et si en plus on rajoute l'option sans vulgarité, là tu te dis, mais une fois que tu y arrives, je te jure Amel, moi ça c'est une expérience que quand tu vois que dans ta salle, il y a papy, mamie, papa, maman et le petit, tu te dis, ah, putain, quand même, je fais gaulerie une MIFA, comme c'est ouf. Voilà. Moi, j'ai toujours eu cette technique de, quand j'écris un truc, un spectacle, même pour la Grande Évasion, on avait fait pareil, je disais à mes copains, suivez-moi, vous allez voir, vous allez kiffer. On teste en banlieue. On teste dans une banlieue, dans une cité bien hoche. On teste. C'est des cités, si t'es pas Rama, tu sors pas de la cité. Parce qu'eux-mêmes sont Rama. Parce qu'eux-mêmes sont très, très drôles. On teste là. Pour le spectacle que je joue, j'ai d'abord testé à Montfermeil, au Bosquet, chez mes potes là-haut. Après, je l'ai joué à Saint-Denis et à Montreuil. Et j'ai après tout de suite été le jouer à La Rochelle. Le plus jeune dans ma salle à La Rochelle, il avait 64 ans. Ouf. Je me dis, si eux aussi, je les fais gaulerie. Si, même pas rigoler, hein. Si eux, j'arrive juste à les intéresser de ce que je dis. Il y a tout un passage pendant 5 minutes où je parle de ma traversée du désert et où je suis au RSA. Bon, quand t'es à Montreuil, les gens ils connaissent les embrouilles que t'as avec le RSA. Mais je suis arrivé à La Rochelle pour raconter le RSA. Ils me regardaient comme as en disant, mais de quoi il parle, ce monsieur? Il a fallu que j'explique ce qu'était le RSA. C'est fou. Mais à la fin du spectacle, donc on fait des autographes, on fait des photos. Souvent, je glisse des mots. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris et tout, juste pour voir ce que... Ouais, tu discutes avec ton public. Toute ton histoire, elle était touchante et drôle. On a bien rigolé, on a passé un bon moment. Genre, et souvent, ce qu'il me disait, j'aurais dû venir avec mon petit-fils. Et quand t'as As, tu te dis, ok, je peux jouer à Auxerre, à Sens, à Marseille, à Paris, à Lyon, à Dubaï, en Martinique. Et tout. Après, c'est une bulle. Tu vois, moi je pense à Dubaï, t'as pas besoin, parce qu'à Dubaï, c'est des expats. C'est des expats, c'est des C-francs qui viennent nous voir. Voilà, donc voilà, et forcément, t'aurais joué au Maroc ou en Algérie, oui, il faut peut-être retravailler certains angles et tout de sketch, parce que la culture n'est pas la même, parce que la culture de l'humour n'est pas la même, mais ils aiment ça. Ils vont dire Amel Chabi, ouais, on l'a vu là, on a envie d'aller voir son spectacle. Donc on va prendre notre place, on va aller voir Amel Chabi. Après, oui, peut-être qu'il y a des trucs à réadapter, à retravailler. Retoucher. Ce n'est que ça notre travail, c'est de retoucher. C'est du spectacle vivant, c'est pas de la récitation. Quand tu fais une poésie, tu la récites, voilà, et puis bon, tu changes aucun mot. Mais quand c'est ton spectacle, à un moment donné, ça c'est le truc qu'on avait un peu en frustration avec La Grande Évasion, parce que c'était une pièce de théâtre, comme toi, avec nous. Ah oui, tu vois, tu peux pas sortir de ton texte. C'est bizarre. Et c'est dommage. Tu te dis, putain, là j'aurais placé une vanne qui vient de l'espace sur le mec qui vient de parler, là. J'aurais kiffé. Mais tu peux pas parce que tu joues avec quelqu'un, et puis t'as
t'as un truc à bien tenir. T'as une partition à donner. Mais en même temps, moi, je vous prenais en exemple, quand je disais aux copains, la première fois que j'ai croisé Wahid et Paul. Enfin, Paul Serré, Wahid Bouzidi et Paul Serré, exactement, quand ils m'ont dit, voilà, Boudère, il faudrait qu'on mette en place un atelier stand-up que tous les trois. Je leur ai dit, écoutez, je viens de jouer à la Française avec Édouard Baird, je viens d'apprendre le théâtre. Je connaissais pas, moi, le théâtre. Moi, j'avais été au théâtre comme tout le monde, au collège, tu sais, avec des mecs qui courent en collant. Mais je dis, mais ça, le vrai théâtre, je connais pas. Apprendre sa partition, partager, oui. Je dis, si on fait du théâtre, je vous jure, on va changer de championnat. On va être avec les Hamel et Noum qui ont fait du théâtre, avec, tu vois. Et je te jure, on va peut-être donner envie à d'autres gens de faire du théâtre. Et c'est ce qui a fait un peu notre différence, c'est d'arriver à faire une pièce de théâtre. Et ça te frustre parce que t'as envie de faire des vannes sur les mecs qui... On a eu la même chose avec nous, Diawara. Qui rigolent trop bizarrement. Mais non, tu dis non, on reste droit dans nos bottes. Pour qu'on voit... Et c'est bien. Et est-ce que t'as déjà eu des bides, des gros bides? Oui, je pense que t'as déjà eu des bides, mais j'arrive pas à te voir avoir des bides. Alors on le voit pas. Tu sais, mais des bides où... On le voit... Ah oui, non mais c'est le bide, pas des bides. Alors moi, j'ai la chance d'improviser, de beaucoup improviser, que quand ça m'arrive, je trouve... Oui, tu fais une petite cabriole. Tu vois, là, je crois, une fois, j'ai fait une vanne, mais elle était nulle. Je l'avais écrite, mais je l'ai jouée sans conviction. Tu sais, la vanne que tu joues, tu te dis, vas-y, parce que ça va arriver à 55 minutes. Avec la blague, elle n'a pas fait gaulerie. Je leur ai dit, écoutez, je vous jure qu'elle n'est pas de moi. Ça, c'est mon producteur qui m'oblige à écrire. Tu pars sur un truc comme ça, et les gens rigolent. Par contre, j'ai eu une fois, tout le premier quart d'heure de mon spectacle, de mon premier spectacle que j'avais joué à Marseille, au Quai du Rire. Au Quai du Rire, ouais. Les 20 premières minutes, avec le prof d'anglais kabyle et tout, et tu sors tes meilleures armes. Et là, quand tu continues à tirer, mais t'as plus de balles. Tu te dis, mais merde, qu'est-ce qui se passe? Et j'avais joué à 18h, heure de l'apéro à Marseille. Et quand tu joues à Marseille et que tu viens de Paris, tu peux voir le Parisien qui vient nous faire rire. Et pareil, il n'y avait pas beaucoup de jeunes. C'était l'heure de l'apéro. C'était entre bourré et pas bourré, entre la sieste et être rebou, tu vois. Et je commence entre la sieste et être rebou, tu vois, c'est pas du tout à l'écoute. Ce petit laps de temps d'1 heure où ils sont venus voir mon spectacle. Et pendant 20 minutes, en plus, c'était même pas mon spectacle qu'ils venaient voir. Ils avaient acheté une carte où tu avais le droit à 3 spectacles, quoi. Oui. Un truc de ouf. C'était un festival et les 20 premières minutes, mais quand je dis personne rigole, c'est que là, dans mes oreilles, j'entendais la chanson de Corneille, je suis seul au monde. Il n'y avait que ça. Après, je me dis, toi, tu te garbas, tu te bagarres. J'attends, celle-là, elle passe pas, celle-là, elle passe pas. Et je me dis, bon, ils gauleries, faut pas les attaquer. Parce qu'un public qui rigole pas, si tu commences à les vanner eux, je dis non mais attends, c'est bon, le mec il a pas de texte. En plus moi j'étais en rodage, il fallait que je travaille mon texte. Et là je me suis arrêté, je leur dis excusez-moi, est-ce que vous comprenez le français? Là j'ai eu un petit rire par là. Je dis mais vous avez pas, et là je pars en impro. Et là tu parles vraiment avec eux. Je parle en impro, pas en les attaquant, en parlant et tout, en débriefant la situation. En débriefant et tout, et ça prend 10 minutes et je les prends avec moi, je rigole, ça rigole. Et je reviens sur mon texte sans qu'ils le sachent. Boum boum, ça gaulerie. Et là j'ai dit ok. Mais 15 minutes, dure 3 mois. Voilà. C'est comme si ça fait 3 mois que ça dure. C'est un temps interminable. Tu te dis, mais merde, qu'est-ce que je fous là? T'as 2 choix. Soit tu fais de l'impro, soit une autre technique qui s'appelle la crise d'épilepsie. tu simules et là, il y a les pompiers qui arrivent. Mais voilà, ça forge. C'est dur. Ça forge. Et là, maintenant, t'as une autre... Après, tu passes à la phase B. Ça, c'est la phase A quand tu débutes. Et tu passes à la phase B où le premier spectacle a été très drôle et qu'on t'attend sur le deuxième. Et que là, dès que tu rentres, tu dis bonjour, les gens rigolent, tu les as dans ta poche. Mais il faut du matos. C'est ce que j'aime dans notre métier. Voilà. C'est que, connu, pas connu, tu peux pas la faire à l'envers aux gens. C'est-à-dire, avec ta notoriété, t'arrives, tu gagnes, allez, vas-y. 3 minutes. Je te jure, et encore, t'es gentil. Les 3 plans, ils sont contents. Et après, voilà, un peu de lumière, de la zikmu. De lumière, avec de la zikmu, tu danses. Et tu dis, bon, à un moment donné, il faut que je parle. Mais tu vois, tu danses, tu mets de la traque, tu fais une première, nanana. Tu peux être... Bonsoir, tout le monde te dit bonsoir. Alors, et là, tout le monde t'attend, mais t'attends avec un sourire. Ouais. Et la première ne va. Si elle passe pas, elle dit, c'est pas grave, tu vas voir, il y en a une autre. La deuxième, elle passe pas, je suis sûr, c'est un peu après. Et là, au bout de 5 minutes, il n'y a rien qui se passe. Ah, merde. Ah ouais. Et les gens ne gaulerient pas. Ah, ne gaulerient pas. Et là, ils sont plus durs
que ceux que tu as connus au début. Pas ceux que tu as connus au début, tu auras toujours cette petite phrase. Ouais, il débute. Il débute, il y a de la bienveillance. Il débute, il a encore... Ouais, il a de la présence sur scène, il faut qu'il travaille ses textes. Mais il y a quelque chose. Le deuxième, non. Déjà, les prix sont plus les mêmes. Et quand il arrive, il dit, non, attends, qu'est-ce qu'il nous fait, la Boudère? Il est venu, il a rien bossé, en fait. Ça fait 3 ans, on l'a pas vu. Mais je trouve ça super juste, quoi. Mais oui. C'est bien, quoi. C'est chouette. Mais oui. Il n'y a pas de complaisance. L'insomnie vient de là. Voilà. Et quand tu te grattes la peau et tout, ça vient de là. Parce que tu te dis, mais la feuille blanche, faut... Déjà, quand des gens me disent, ouais, comment t'écris ton spectacle? Tous mes spectacles, je les ai écrits avec la même question. Que dois-je leur raconter? Ouais, qu'est-ce que tu as envie de dire? Qu'est-ce que tu as à dire? Est-ce que c'est intéressant, ce que j'ai envie de leur raconter? Et qu'est-ce que je dois leur raconter? Et voilà. T'as un stress physique, toi, ou pas? Physiquement? Personnellement, j'en ai un. J'ai une plaque derrière le cuir chevelu. Dès qu'il y a un spectacle qui commence, j'ai une plaque de stress, d'eczéma. Ouais. Mais c'est ouf. Et genre, c'est moi, physique, avant de faire quoi. des spectacles, je faisais 1m80. J'étais blond, j'avais les yeux noisettes. Regarde, après 2 spectacles, j'ai pété en l'air. Non, moi, j'ai pas ça. T'as pas ce truc où il y a plein de comédiens qui ont des boutons où ils dorment pas, Non, j'ai pas ça. Je t'ai dit, le symptôme d'être seul dans la salle et qu'il n'y ait personne. J'ai quoi encore? J'écris dans le noir. Ça, par contre, je vois pas ce que j'écris. Ok, t'écris un peu... J'écris dans la feuille, j'écris dans le noir. Ça finit souvent sur un coussin ou un truc. Mais j'écris pour que je T'arrives à te relire, quand même? Oui, j'arrive à me relire pour me relire le lendemain matin. J'aime pas me relire sur place parce que quand tu te relis... Enfin, pour moi, quand je me relis, je me trouve pas en bas. Donc, je l'enlève. Et je suis sûr que j'ai dû enlever des trucs hyper intéressants. Après, moi, j'ai un style de comique. C'est le comique de situation, tu sais. C'est pas une phrase, une vanne, une phrase, une vanne. C'est un ensemble et à la fin, boum, un matraquage et après on passe à autre chose. Et est-ce que tu as des rituels avant de monter sur scène? Est-ce que tu as des queutrus? Je sais que Claudia Tagbo, elle doit absolument avoir sa sœur au téléphone à chaque fois. Inès Reg aussi, quelqu'un de sa MIFA. Est-ce que... Où tu vas, tu montes, ou tu as des petits queutrus quand même, quand il y a une date importante? Je sais pas si c'est un rituel, c'est que moi j'arrive toujours 3-4 heures avant le spectacle. Ah, tu vois, il y en a qui arrivent 5 minutes avant. Mustapha El Atrassi, il peut arriver 3 minutes avant. C'est comme ça qu'ils se déstressent, en fait. Ouais, moi non. Toi, t'as besoin de... Moi, j'aime bien, j'ai besoin de couper avec le monde extérieur. Je rentre au théâtre, je parle avec la meuf qui travaille au guichet, je parle avec les gens avec qui je travaille ou les gens du théâtre. Et ouais, j'ai besoin d'être là avant. Que le jour du spectacle, j'essaie d'avoir le moins de trucs possible, juste pour être... pour être dedans, quoi. Mais, je te jure, c'est même pas une question de texte, c'est une question de... Ouais, Lucchini aussi, il est comme ça. J'aime bien errer dans le théâtre. Ouais. S'il y a d'autres spectacles dans le théâtre où je joue, j'aime bien aller les voir, j'aime bien, tu vois, prendre de l'énergie, voilà, prendre des trucs. Je suis souvent avec le Hood ou des trucs comme ça. Ah oui, tu sais, t'as plein de talents. Hein. Donc attention, Boudère et comédien de théâtre, et stand-upper, humoriste, comédien de cinéma, et musicien. J'adore ça. Mais ça, c'est un hobby. Le oud. Ouais, le luth, ouais. Le luth, on dit le luth. Le luth en français, le oud en arabe, ouais. C'est cette sublime. fameuse guitare. Comment t'as appris ça? T'es autodidacte? Mon papa a joué de ça quand j'étais très petit. Moi, j'ai pas grandi dans le rap. Pas du tout. J'aime bien le rap, tout ça, j'écoute, mais c'est pas ma musique, c'est pas mon truc. La funk, j'aimais bien via les grands du quartier. Mais le oud, c'était vraiment... Et t'as une vraie culture... Ouais, j'ai une culture arabe. Et je me rappelle une fois dans une voiture, je sais pas, on était dans une turvoie et je chantais une chanson que je connaissais depuis longtemps, mais je connaissais pas le titre. Et tu as réussi à me la trouver. Oui. Comme ça, 2 têtes. Truc de ouf. Je m'intéresse beaucoup à ça, au monde ça faisait arabe des oriental. Années. Ouais, c'est fou. J'aime bien ce que ça raconte, j'aime bien ce que ça dit. Alors, pas le rail. Bon, le rail, j'aime bien, mais pas vraiment le rail. Moi, c'est plus le oriental, Keltoum. Al-Atrash. Farid Al-Atrash, par exemple. C'est des classiques comme Keltoum. Qui est un maître du oud et qui est un maître de la musique. Et quand on comprend l'arabe, c'est des chants, mais c'est des histoires. Et souvent des histoires d'amour, des histoires de... Beaucoup d'amour, hein. C'est beaucoup d'amour. Qu'est-ce qu'on est romantique. Oui, si on pouvait l'être aussi dans la vraie vie, ça serait bien. C'est vrai que tous nos chanteurs sont romantiques. Tous nos chanteurs, même le Rai, le Hassni, Naslo, qu'est-ce qu'on souffre d'amour. Mais oui, mais parce que c'est pas dans... Mais tu sais que c'est pas dans notre culture. Pourquoi? Parce que, je te donne un exemple, on en parlait il y a pas longtemps avec Ahmed Sparrow, avec tout ça, et je leur dis, on parlait de ça, et à un moment donné, je leur ai dit, franchement, nous, dans notre culture,
Un chagrin d'amour, ça n'existe pas. On préfère dire qu'on est possédé, tu vois, qu'on a l'œil, qu'on a le mauvais œil, voilà, que sa meuf, elle lui a mis des trucs dans sa bouffe. Tu te dis, mais non, mec, elle est partie, et puis il était amoureux d'elle. On veut pas mettre le mot. Non, on est amoureux. On dit voilà, ça veut dire la sorcellerie. Bah, je t'aime, meuf, t'es partie, mais ça me fait mal que tu sois partie. Je parle avec des armes maintenant. Je suis pas bien parce que t'es parti, pas parce que tu m'as mis un truc dans ma bouffe. Arrête ces conneries. Et aujourd'hui, mais les mecs, et c'est tellement ce machisme entre guillemets oriental qui fait que, d'ailleurs, l'islam est venu pour abolir ce machisme, tu vois, pour donner une place énorme à la femme, alors qu'ici on entend tout et n'importe quoi et on veut faire dire n'importe quoi. Mais nous, notre problème, c'est ça, c'est que traditionnellement. C'est le grand frère, le père. Le père n'a pas le droit de pleurer devant ses enfants. Et alors c'est quoi? C'est de la pudeur, c'est de la pudeur déguisée comme on dit. C'est de la fierté. Oui, mais c'est de la fierté déguisée en machisme. Moi, une meuf me quitte, je pleure. Elle est partie, merde. Et il faut pas avoir honte de dire voilà, elle m'a plaqué. Faut pas avoir honte de dire je suis amoureux de cette meuf. Moi, je connais des mecs qui, bon, quand on discute entre mecs, hein, tu sais ce que c'est que c'est chiant, je me livre trop chez toi. Hein. Non, mais on se dit, rien maintenant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, entre mecs, on parle. T'as un mec qui dit, ouais, regarde, lui, c'est un fond bout, sa meuf, elle lui a dit de pas aller là-bas, il y va pas. Eh mais mec, il est amoureux d'elle. Oui. Stop, y a pas... et je te jure que c'est vrai, même dans les familles rebeux, chez nos parents, souvent on a coutume de dire c'est le père qui décide. Le père, il décide rien. Quand tu te réveilles le matin et que tu vois que ton père il a une sale tête et que ta mère aussi elle est vénère, et c'est ta mère qui décide. Parce que ta mère, la veille, n'a pas fait le bisou qu'il voulait. Je suis tout à fait d'accord. Je trouve que ça te fout une matinée en l'air. Alors que quand il y a le bisou la veille, le matin, t'as des semaines, t'as la fête. Les crêpes marocaines et tout. Marocaines, t'as tout ça. Mais c'est vrai qu'on a tendance en France à se dire, oui, les femmes rebeux ou les femmes voilées sont soumises. C'est pas vrai. C'est faux. Moi, ma robe, elle était voilée, je peux te dire. Elle est voilée et je te jure que c'est elle la bosse. Mais elle a fait dormir sur le canapé, le daron. Voilà, c'est la bosse. Dors sur le canapé. C'est la bosse. Ce soir, tu vas être tout seul devant ta télé. Et quand le daron, il entend ça, il est pas bien. Il est vénère, hein. Mais c'est la réalité des choses. Elles sont même féministes. Alors il peut peut-être y avoir des cas où le grand frère il fait chier la sœur pour un truc. Absolument, ça existe. Ça existe. Mais ce n'est pas une généralité. 100%. Non. Moi je peux te dire qu'il y a 99% de gens, et c'est moi j'ai pas eu de sœur, j'ai eu que des frères. Toi, on est 3, on est qu'une fratrie de 4 garçons. Va soumettre une rebeu, c'est difficile. J'ai eu beaucoup de cousines à la maison. Le sang. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de cousines qui vivaient chez moi, qui venaient faire leurs études du Maroc, qui venaient faire leurs études en France, qui étaient plus âgées que moi, et que je considérais comme mes grandes sœurs. Et je peux te dire que il fallait être cool avec elle si tu voulais bien gémant, si tu voulais être tranquille. Ben oui. Et cette histoire d'amour là, alors on chante l'amour. Je t'aime, tu me manques, tout ça. On préfère. Habibi, je t'aime. On préfère le chanter que le dire. Mais tu vois, ça passe mieux en chanson. Mais oui, mais parce qu'en chanson, on va dire c'est pas nous, c'est le chanteur qui dit ça. Moi, je t'ai rien dit. Mais c'est vrai. Des fois, il y a des mecs qui me disent oui. Ouais. Il y a des potes à moi, des fois, on met du Hassni en boucle. Moi, je me faisais pleurer, tu sais, je le gardais comme... Je faisais exprès de mettre beaucoup de Hassni pour répleu, tu vois, par chagrin d'amour. Non, après, les femmes ont ce truc, c'est ce qu'on appelle hanan en arabe, ce côté... Tu vois, où vous pouvez montrer vos trucs. Oui, vous. Nous, un chemin pour pleurer. Il dit, ouais, attends, j'arrive. Il part. Il va chez Sheka. Entre une 205 et une 4L, il se met à genoux, il commence à pleurer. Elle est partie. Et quand tu l'attrapes, il dit, ouais, tu pleures. Il dit, ben non, j'ai une conjonctivite. Tu vois, on a honte. Alors qu'il faut pas avoir honte. Toi, t'as déjà fait des dingueries par amour? Des dingueries, non. Moi, je suis quelqu'un de calme. Enfin, je veux dire des trucs un peu... De quoi? Je sais pas, des trucs un peu romantiques, un peu fou. Oui, je suis très romantique. Je suis très romantique. Ouais, moi je suis à l'ancienne, hein. J'aime bien. Ah, j'adore. Donc, je suis très à l'ancienne. Fleurs et compagnie, les... Nana. Bouquet de menthe. Bouquet de menthe, oui, j'aime bien. J'adore. Oui, non, j'oublie. Je sais que moi je suis contre les anniversaires. Ça, parce que j'ai une vraie histoire avec mon anniversaire. Tu n'aimes pas le fêter? J'aime pas le fêter. Un copain qui a voulu me fêter. En surprise. Comme Ahmed Silla. Ouais, mais moi, c'est... Comme Jean Rachid.
Mais moi, Jean-Rachid, notre ami en commun, il veut pas fêter son ami. En fait, moi j'ai eu un fait très marquant. C'est que j'étais au Maroc, des potes à moi ont voulu me faire une surprise pour venir me prendre là où j'étais, pour aller faire notre anniversaire à Bouznerka à l'époque. Ils ont fait un accident de voiture, j'ai perdu un ami. D'accord, donc là, il y a un... tout ce qui est surprise, ça m'a gonflé. Et tu vois, en plus, il a fallu courir pour rapatrier le corps. Enfin, c'était tout un truc vraiment chiant. Et c'était l'un de mes anniversaires les plus pourris au monde. Il y a ça, et il y a aussi le fait marquant où moi, je suis né le 13 août. Donc quand j'étais jeune, tout le temps on est en vacances, on n'est jamais au même endroit, il n'y a jamais de gâteau d'anniversaire, il n'y a rien. Tous tes copains de classe, ils sont pas avec toi. Et moi, quand j'avais une spécialité, j'offrais des cadeaux pour l'anniversaire de tous mes copains, mes copines en cours. Quand j'étais en primaire, tu vois, je volais beaucoup les stylos à plumes, les Reynolds. Il y avait un marchand de journaux à l'époque, ça s'appelait le marchand de journaux. Ils étaient magnifiques. Je chourais des trucs, des stylos à plumes, pour pouvoir accéder à la fête, et c'était mes cadeaux. Mais bon, donc voilà. Ouais, en oui, sinon, t'es romantique. Je suis romantique, ouais, je suis cool. Oh, j'ai 42 ans aujourd'hui, ça y est, tout ça, c'est derrière moi. Et on a un truc avec donc le romantisme, l'amour et tout, et avec aussi... Non, parce que j'ai eu un flash dans ma tête. T'as participé, et j'ai été aussi... j'ai participé à ce truc-là, j'ai été piégée à Cramer Caché. Ouais, j'en suis pas fier. C'est quoi ce truc? J'en suis pas fier et je regrette. Non, mais ce n'est pas toi. Non, mais je sais, mais... Et j'ai eu aussi un truc. Pourquoi nos blagues, nos caméras cachées sont aussi violentes, en fait? Ouais, en fait, pour situer le truc dans ce contexte, c'est des mecs de Vitry du 94, très gentils, qui avaient une idée un peu folle de faire des caméras cachées. Mais thug. Mais vraiment très street, très police, très on se tire dessus, des règlements de compte et tout. Et toi, tu te retrouves au milieu de ce truc et ils essaient de voir comment tu réagis. Alors, moi, s'il y a bien un truc dans ma carrière que je regrette, c'est ça, c'est d'avoir signé l'autorisation, alors que je les connais super bien. De diffuser le truc. Ouais, de diffuser le truc, parce que c'est un truc qui a fait pleurer ma maman. C'est pas vrai, parce qu'elle a cru. Mais parce que ma mère, elle m'a dit, si t'étais prêt à mourir, t'es bête, tu tiens pas à nous, enfin voilà, tu sais, des mots de daronne et tout. C'était un faux braquage, dans lequel j'ai eu une réaction un peu... Moi aussi violente, parce qu'en fait... Non, moi, j'ai héroïque, on va dire. Ouais, mais c'est pas... En fait, il y a eu un braquage, tu t'es levé et t'as dit... Je me suis pris la tête avec le mec, avec le braqueur. Ce qu'on voit pas, c'est le deuxième braqueur qu'on voit pas, à l'écran. Tu vois, la caméra est sur moi et un des braqueurs, et le deuxième, on le voit pas. Et le deuxième, il fait des têtes vraiment où il est... C'est-à-dire que même quand ils m'ont dit caméra cachée, même après, j'étais encore vénère. Et ce qui m'a un peu énervé, j'ai halluciné de ta réaction. Ce qui m'a énervé, c'est surtout le fait qu'il braque un endroit où le mec, il a à peine pris 20 €. Et j'ai pas vu le truc arriver parce que on était à Couronne, quartier où t'as beaucoup... tu peux avoir des crackers, des toxicos, tout ça. Donc je me suis dit, c'est 2 toxicos qui sont rentrés avec un flingue tout pourri. Et je les voyais sereins, pas sereins. Ça m'a énervé parce que, et c'est une partie de moi que j'aime pas montrer parce que déjà c'est très rare que je sois énervé. Après, t'as réagi, en fait, c'est vraiment ta vraie personnalité parce que t'étais pas au courant et que c'est une caméra cachée assez violente où donc des gens viennent braquer une chicha à la caisse et tu te lèves et tu fais tout pour les convaincre de partir et d'arrêter de paniquer leur vie. Aussi, je leur dis, ça sert à rien. Ça sert à rien, pourquoi tu fais ça? Et tout le monde est par terre, comme ça, se cache. Et toi, t'es debout et tu fais totalement abstraction. En plus, c'est un premier coup de feu qui est parti au début quand il rentre. Il tire. Quand il rentre, il tire, il y a un coup de feu qui part. Oh la vache. Ça, on l'entend pas. Et quand le coup de feu, il part, je lui dis, c'est abruti, il va tuer quelqu'un bêtement. Pour 25 €. Donc, je lui dis... Ce que vous prenez pour des héros, tu prends pour un braqueur, tu vas braquer des banques, tu braques un pauvre mec qui est chicha et tout. Bref, après quand on dit, elle m'a craché, et puis il y a des gens de ma famille qui ont été bêtes de montrer ça à ma maman, parce que ma maman a vu ça. Et même moi, après, je me suis dit, t'imagines, un jour, t'es en tournée, il y a un mec qui arrive avec un vrai flingue, il se dit, on va voir si c'est un vrai bonhomme. Enfin, tu sais pas de quoi on est entouré, on est quand même entouré, on est dans une société un peu chelou. Mais bon. Ouais, bon, c'est un truc. Et est-ce que ta MIFA, justement, est déjà venue te voir sur scène? Mes frères viennent. Alors moi, j'ai des frères, j'ai un rapport fraternel
Nous, on est très amoureux les uns des autres. On a un amour fraternel exceptionnel. Je les ai jamais mélangés. D'ailleurs, t'as jamais vu mon frère? Non. Mes frères, je les ai jamais mélangés à mon travail. Parce que moi, je suis au travail, ils sont dans leur travail. Quand ils viennent, ils payent leur place. Ils veulent jamais que je les invite. Incroyable. Ouais. Ah ouais, mais pas du tout. Je peux te dire, ils viennent et je le sais qu'ils sont là le lendemain matin. Je reçois un texto. Ils te le disent pas. Salut, j'étais là, c'était pas mal, ouais, tu peux l'enlever, c'est pas ouf, ouais, ça c'était en romain, ouais, ça. Ils me donnent un peu leur avis, que je prends. Et si tu sais qu'ils sont dans la salle, est-ce que ça te fait bizarre ou Non, pas? ça me dérange pas. Ça te dérange pas. Quand j'arrive, j'aime bien dire, ouais, dites-moi, il y a qui. Donc comme ça, tu prends conscience de qui est là. Ouais, ça me booste, ça me met pas KO. Et tes parents sont déjà venus? Alors, mes parents ne sont jamais venus. Déjà, premièrement, parce qu'ils pensent que c'est payant. Non, et j'ai cette pudeur chez WAM. Ça revient souvent, t'inquiète pas, moi non plus. Ma mère, je sais que si elle vient, elle va regarder par terre et faire des doigts, des invocations pendant tout le spectacle. Pour que ça se passe bien, pour que tu peux protéger. Qu'il n'ait pas l'œil, qu'il n'ait pas ci, qu'il n'ait pas ça. Mon père, non, parce que mon père, il arrive à l'âge de 15 ans ici, c'est un manifestant dans l'âme, c'est un mec qui a étudié, parle très bien le français, il va analyser, il va regarder, il va rire, mais c'est très pudique. Mon frère, une fois, a dit à mon père, tiens, pourquoi tu n'es jamais allé voir Boudère en spectacle? Donc il a ouvert... Ouais, il lui a dit. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Mon père, il lui a dit, est-ce que lui, il vient me voir quand je suis au travail? Ah, donc ça, on reste dans cette logique-là. On reste dans ce truc de logique, ceci, cela. En revanche, est-ce qu'il te voit dans Vendredi tout est permis ou à la télé ou pas forcément? En tout cas, moi, quand je suis là, je veux pas qu'on regarde. Quand je suis donc là avec toi mon aussi, père, ouais. Non, ça, j'ai du mal devant mon rep parce que c'est mon père. Mon père, c'est ce qu'on appelle un fqih. C'est quoi? Quelqu'un qui est érudit en islam. Et il nous a éduqués dans la religion islamique, la vraie. Celle du vivre ensemble, celle du bon comportement, celle d'être bien avec tout le monde, peu importe la religion de l'autre, et celle de ne pas être hors la loi et d'être toujours dans le truc, quoi. Et le fait de faire un petit peu des blagues ou dire des trucs, ça te mettrait... Ça m'a jamais... Mon père ne m'a jamais dit de ne pas faire ça. Mais c'est toi qui serais un peu mal à l'aise? Même pas, parce que je sais ce que je dis sur scène. C'est-à-dire que depuis qu'on est petit, mon père nous dit, quand vous êtes dans la rue, une fois, on était comme ça, il nous a dit, et si un jour, tu sais, il n'est que dans le sevi, hein, moi. si un jour, quelqu'un m'insulte, voilà, m'insulte, moi, votre père, quelle va être votre réaction? Il fallait tous qu'on réponde, tu vois. Bon, on est parti, ouais, moi je prends une arme, je tire dessus, je l'étrangle et tout. Eh oui, mon daron. Mon rep, il a dit, ok, d'accord, je trouve que vous êtes... Merci mes enfants et tout. Bon, le tout est en arabe, hein, forcément. Et il nous dit donc, ce que je vous demande, c'est de ne pas laisser les gens m'insulter. Comment ne pas laisser les gens m'insulter? Quand vous êtes dans la rue, comportez-vous bien. Parce que vous me représentez. C'est-à-dire, quand vous êtes dans le métro, vous me représentez. Vous représentez l'éducation que je vous ai donnée. Donc si vous foutez le bordel, les gens vont dire, mais quel connard a eu des enfants pareils? Et hop, ils m'insultent. Je te jure, c'était que dans du sevi, Kawaz. Et tu sais, t'es glacé quand t'entends ça. Mais quand t'entends ça, tu sors, t'es dans le métro, tu mets ton ticket, tu t'écoutes, tu vois. Tu te dis, ah oui, mais attends, lui, c'est vrai. Et ce vice-là d'éducation, je l'ai, moi, avec mon fils aujourd'hui. Tu vois. Et même quand j'étais à l'école, j'étais un enfant turbulent. Mais en fait, j'étais turbulent parce que j'agaçais les profs. Qui me disaient, Boudère, tu peux faire 10 fois mieux. Tu te contentes du 11 sur 20. Voilà, 11 sur 20, t'es content. Tu préfères être pote avec les nuls de la classe qu'avec les bons de la classe. Et quand j'étais convoqué chez la directrice et tout, quand mon père venait, tu sais, mon père, c'est un Marocain, il a encore ce truc du colonialisme, il l'a vécu. Il dit, tu vois, t'as pas honte. Regarde, je suis obligé. Ouais. Moi, je suis obligé de baisser ma tête. Je suis obligé de te défendre alors que je sais que t'es nul. Je suis obligé de te défendre. Alors, je sais que t'es tout pourri à l'école. Et tu la laisses mal parler sur moi, mal parler sur nous. Et tu vois, quand tu sors de chez le directeur, moi, mon père ne m'a jamais tapé. Ma mère, pareil. Moi, je le raconte sur scène. Mon père, il faisait pire que ça. Il me faisait la morale pendant des heures et des heures. Mais c'est pire que taper un enfant. Tu sais, moi, des fois, j'avais envie de dire, mais tape-moi, il y a un match qui va commencer. Tu vois. Mais j'avais ce truc. Mon père n'a jamais eu ce truc-là. Mais il me disait, mais il te parlait tellement que ça te faisait mal à la tête. Et après, tu faisais en sorte de filer droit pour pas avoir encore ce serment de des heures. Mais il m'a toujours encouragé dans ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Mais parce qu'il sait. Il sait quel centre de formation je sors.
je sors de son centre de formation à lui. Donc il sait que ce que je vais dire sur scène, il sait que quand j'écris un spectacle, ma mère est à droite, mon père est à gauche. Donc ils sont là, même s'ils ne sont pas là physiquement, mais ils sont là au niveau de la conscience. Et c'est ce que j'essaie de faire avec mon fils, c'est qu'il ait cette conscience-là. Parce que quand il sera dehors, je ne serai pas là. Moi, je ne sais pas. Souvent, tu vois, dans des reportages, comme on a coutume de voir, quand la police arrive, la mère, elle se dit, mais moi, mon fils, il est gentil. Pas. Oui. Mais parce que c'est vrai, son fils, il est gentil. Elle ne connaît rien de son fils, la pauvre. Dehors, il sait pas. Comment lui, il a fait ça? C'est impossible. Vous parlez de mon fils, je l'ai envoyé chez Lidl la semaine dernière, il a acheté des trucs. Et là, tu me dis que mon fils est un voleur. Donc, c'est pour ça que les parents sont un peu étonnés, parce que tu dis, moi, c'est pas comme ça. Donc, mon père sait ce que je vais raconter sur scène, parce qu'il m'a mis cette conscience dans la tête. Ah, c'est génial, franchement, c'est beau. Je refusais des rôles au cinéma où il faut que je sois un peu nu, où j'ai des scènes un peu osées. Enfin, osées, non, pas ouf, parce que oui, mais en tout cas, je suis pas Brad Pitt, mais ce que je veux dire, mais il y avait un mec qui n'était pas en accord avec toi-même. Il m'avait proposé un scénario exceptionnel, que je trouvais ça hyper drôle, et je lui dis, écoute, toute cette scène-là, elle n'est ni justifiée ni drôle. C'est une scène où moi, je suis dans un cockpit, je regarde par le trou de la serrure un pilote en train de se taper l'hôtesse de l'air. Et dans la lecture, tu vois que en fait, l'écran est divisé en deux. Tu as un côté où il y a les cascades, là, et l'autre côté où il y a moi en train de regarder. Et je lui dis, mais c'est pas marrant d'une, et de deux, c'est pas justifié. C'est pas justifié, c'est gênant. S'il te voit, toi, regarder une scène comme ça et tout, je lui dis, mais non. Lui, il n'a pas démordu, j'ai pas pas fait le film. Et ben voilà, mais au moins, tu es en accord avec toi-même. Je lui ai porté la poisse, le film, il a sauté en l'air. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois que tu parles, quand tu t'exprimes, tu as une sémantique de football. Tu dis le championnat, ma formation. Dans ta manière. Ouais, il y a le teufou, il revient à chaque fois. Mais oui, mais parce que tu voulais être footballeur. Je voulais être footballeur. Le foot, c'est un sport populaire. C'est un des sports où on ne regarde pas ta classe sociale. Il suffit d'avoir un ballon. 20 et des copains et tu joues. Et moi, je voulais être footballeur. Mon rêve s'est brisé quand j'avais 13 ans parce que j'étais pas très grande taille et un mec du quartier qui était entraîneur de foot à l'époque de l'école du quartier, du club du quartier, pardon, qui est venu me voir, il m'a dit, écoute Boudère, tu joues super bien, viens, je t'emmène jouer avec moi. Je lui dis, mais tu t'occupes des enfants de 8 ans, toi. Il m'a dit, alors, c'est pas grave. Moi, ça m'a un peu vexé. Je dis, mais non, Pierre, je peux pas jouer avec les 8 ans, j'ai 13 ans. Il m'a dit, t'inquiète pas, viens. Sauf que dès que j'ai fait mon premier match, c'était tellement bien, tout le monde m'aimait, j'étais le héros, j'étais le capitaine, j'avais marqué un super beau but, que j'en ai oublié la tricherie. J'ai oublié que j'avais 13 ans. Et je disais à mes copains, allez, à samedi. Je partais, je revenais. Et un jour... Parce que vous faisiez des fausses cartes de... j'avais les fameuses, une fausse carte, une fausse licence avec un faux nom, faux prénom. Je m'appelais Jean-Baptiste Poquelin. C'est rigolo, ça. C'est ouf. C'était quoi c'est l'Espérance arabe? Non, c'était pas l'Espérance arabe. L'Espérance arabe, c'est après, je suis arrivé en éducateur là-bas. Mais c'était le FC Paris 10. FC Paris 10, ok. Exactement. Et l'Union Corse Paris 10 à l'époque, ça s'appelait. Et un jour, je fais un tournoi de foot et j'excelle. Je suis vraiment bon. En plus, j'ai ce côté meneur. Les mecs, on y va et tout. Sauf qu'ils avaient 8 piges, moi j'en avais 13. Et ce jour-là, dans le public, il y a un formateur du Paris Saint-Germain. Thierry Princé. Qui était en détection, il détecte. Oui, il passait comme ça dans les quartiers, dans les banlieues. Et il me voit jouer. C'était à Vitry, il me voit jouer. Et il vient me voir. Il me dit, mais t'es exceptionnel comme gamin. Bon, moi, j'avais toujours pas parlé à l'étranger, donc j'étais toujours sur mes gardes. Et il me dit, voilà, je m'appelle Thierry Princé, qui est aujourd'hui au PSG. Encore, quand on se croise, on en rigole. Et il me dit, voilà, je suis formateur au PSG et je veux t'appeler, je vais aller voir tes parents, je vais t'emmener avec moi, et je vais te faire rentrer dans l'école de foot du PSG. PSG de l'époque. Mais je suis aux anges quand il me dit ça. Je cours sur le terrain, je vais voir Pierre, mon entraîneur. Je dis, Pierre, ça y est, je vais devenir footballeur. Ouais. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Et je dis, écoute, tu vois le monsieur là-bas, le vieux monsieur, c'est Thierry Princé, c'est le mec du PSG. Il avait la veste du PSG et tout. Je dis, mais quoi, il me dit, tu lui as parlé? Je dis, mais bien sûr. Il est venu me voir, ça y est, il veut me prendre dans l'équipe du PSG. Et l'autre, il me dit, mais est-ce qu'il sait que t'as 13 ans? Eh ouais, merci. Je dis, bah non, attends, j'ai oublié ça. Mais oui. J'ai oublié ce détail. Ah mince, ouais. Et donc, je vais voir Thierry, je dis, écoutez, moi, je vous dis la vérité, nous cramez pas parce qu'on avait gagné le tournoi. Voilà, mais... je m'appelle pas Jean-Baptiste Poquelin. Déjà, et j'ai pas 8 ans, j'ai 13 ans, mais c'est pas grave. Tu sais, je me rappelle de cette phrase quand je dis, mais c'est pas grave, j'ai 13 ans.
Et il me dit, oui, mais 13 ans, non. Ceux qui ont 13 ans font 1m50, 1m60 à l'époque. Et, tu peux pas. Non, tu peux pas. Mais c'est marrant que tu me dis ça parce que maintenant je comprends à chaque fois. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tu fais des fives, ce qu'on appelle des fives, c'est 5 contre 5, avec Ahmed Sparrow. Et à chaque fois, il me dit, il touche. Il est vraiment, il y a un queutru. Il y a un truc, j'aurais pas pu être footballeur, je pense pas. Mais c'est quelque chose que tu prends au sérieux. Je veux dire, tu vas vraiment t'investir dans le five. Mais tu sais qu'après, attention, il joue. Non, mais après, quand j'ai compris que j'allais pas être footballeur, bon, c'est le premier rêve qui s'est brisé. 4 ans après, c'est-à-dire à l'âge de 17 ans, de 16 ans, j'ai passé mon BAFA. Et à 17 ans, je me suis occupé, moi, d'une équipe de foot. Des petites, 7-8 ans. Et je les entraînais, tu vois, en éducateur, tu vois. Donc on faisait le foot l'après-midi. En fait, le foot n'était qu'un moyen de les retenir pour le soir pouvoir faire l'aide aux devoirs. Et en plus... c'était super, j'ai fait ça pendant 12 ans. Oui, donc c'était une vraie passion de transmettre. C'est les meilleures années de ma vie. Il y avait plein de gamins autour de moi, on rigolait tout le temps. J'avais des scores extraordinaires. Je perdais 16-1, 12-0, 24-2. Je te jure, un jour, il y a un papa qui est venu me voir, qui m'a dit « Monsieur Boudère, il faut que je vous parle ». Je dis « Oui, vous êtes qui ?» Il me dit « Je suis le papa de Ryan ». Je dis « Enchanté, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Il me dit « Monsieur Boudère, il y a 3 semaines, vous avez perdu 22-4 ». Moi, je dis « Oui ». Oui, je m'en rappelle. Il me dit, il y a 2 semaines, 13-4. Je dis, oui. Et je lui dis en rigolant, ouais, je m'en rappelle. Il me dit, la semaine dernière, 22-1. Et moi, je rigole. Ouais, c'est vrai. Il me dit, non, mais ça vous fait rien. Je dis, quoi? Il me dit, mais ça vous fait rien de perdre tous ces matchs? Je dis, écoutez, Ryan, quand il rentre à la maison, dans quel état il est? Est-ce qu'il est content? Il me dit, oui, il est content, il est heureux, mais le problème n'est pas là, c'est que vous perdez tous vos matchs. Je lui dis, mais vous voulez qu'on gagne les matchs? Il me dit, oui. Je dis, il faut pas que je fasse jouer Ryan. Parce que son fils... Il était nul. Mais il était nul. Un jour, en plein match, il m'a dit, on est les rouges ou on est les bleus? Tellement il est nul, le mec. Tout le monde courait à droite, lui courait à gauche. Mais c'est pas grave. Tu sais, j'avais le droit de prendre 10 joueurs. J'en prenais 20 pour faire jouer tout le monde. Je dis, voilà, s'il veut être footballeur, c'est pas le bon club. Ah, c'est pas ici, hein. Faut aller au Paris FC, au PSG, mais nous, on a un club de quartier, c'est jovial, hein. On n'est pas là pour gagner. Ah, mais c'était mes meilleures années, ça. C'est super beau. Et jusqu'à aujourd'hui, tu as une vraie relation avec le foot, les foot. Oui. Tu connais plein de footballeurs qui t'adorent, qui te suivent. Mais les humoristes et les footballeurs, on a un rapport... ils viennent nous voir souvent, on est assez fans les uns des autres. Parce que je sais pas pourquoi. On les fait rire et ils nous font rêver, tout simplement. Ok. Voilà. Nous, on les fait rire parce qu'on les sort de leur quotidien. Et eux, ils nous font rêver parce qu'ils ont des vies de rêve et parce qu'ils ont ce sport qui est magnifique. Quand on aime le foot, forcément. Après, moi, il y a le foot, il y a le tennis. Je me gagne mon fils, tout ça, on se connaît, tout ça. Oui, les sportifs en général viennent tous à nos spectacles, ils nous supportent, ils sont hyper cool. Mais parce qu'eux aussi, ils ont besoin de s'extérioriser, d'être avec des gens... Tu crois qu'ils s'identifient aussi à nous Alors, pour certains... Ceux qui, comme nous, on a cet humour un peu street, cet humour un peu tchécard et tout, ça leur rappelle rapidement quand ils étaient en centre de formation ou quand le week-end ils rentraient chez eux dans leur quartier. Donc oui, et donc forcément ça crée un peu ce lien. Mais voilà, ouais, je pense que... Et d'ailleurs, même ton blaze, il vient de Boudère, c'est un nom d'artiste. Aziz Bouder Bala. À la base, c'est Aziz Bouder Bala, très grand joueur d'équipe marocaine, capitaine de l'équipe marocaine en 86. Que t'aimais beaucoup. Voilà, que j'adorais, parce que au-delà de ça, moi je l'aimais, mais j'étais fan de ce joueur-là. Et à l'époque, j'avais un t-shirt blanc, et j'avais un maillot de foot blanc. Mais pour floquer les maillots, chaque lettre coûtait 15 francs. Ça coûtait super cher. Et l'autre s'appelle Bouder Bala. Il a toutes les lettres de l'alphabet dans le truc. Tu vois. J'en avais pour 3000 francs, le truc. Et je me suis dit, je vais l'écrire moi-même au stylo. Donc j'ai écrit au feutre Bouder Bala, mais comme j'avais pas assez de place, j'ai réussi à écrire que Bouder. Et donc je mettais ce maillot et je jouais. Super. Les grands du quartier, Bouder, et puis c'est devenu Bouder. Voilà. Et Aziz, tu l'adores, mais lui aussi t'aime beaucoup. Bonjour Bouder. Ah mon Dieu. Je sais que tu fais un métier difficile qui te demande de la créativité, la sensibilité, qui sont vraiment en permanence très sollicités. Toi, tu sais faire rire, tu es très attentif et sensible aux évolutions de la société.
Tu aimes ton public, tu es positif, enthousiaste, passionné, créatif et tu aimes communiquer. Ce que j'aime en toi, petit frère, c'est tes valeurs humaines. Le respect, l'acceptation, la considération, l'accueil, l'entraide, la solidarité et surtout l'affection et l'amour envers d'autres humains. Toi, tu sais qu'on a besoin des autres pour se connaître et qu'on n'existe que parce qu'on communique. Nos actions, nos comportements n'ont de sens que par rapport aux autres. Boudère, tu es un homme de valeur. Parce que tu ne t'intéresses pas à ce que tu as, mais plutôt à ce que tu es. Voilà frérot, je t'embrasse et j'espère à très très bientôt. Merci. Aziz. C'est une jolie déclaration d'amitié. Exceptionnel. Moi je le kiffe ce mec et ce qui était marrant c'est que la première fois qu'il m'a appelé c'était au Maroc. J'étais avec Naïma Mcharki, une grande comédienne, qui est une des premières comédiennes qui avait joué dans une série ici en France qui s'appelait La Famille Ramdan. Oui, absolument. Qui était la maman de la famille Ramdan, et une très grande comédienne au Maroc, que j'adore et que j'affectionne particulièrement. Et elle m'a dit, écoute, il y a quelqu'un qui veut te parler au téléphone. Donc il m'appelle, et c'est Aziz. Il me dit, bonjour, c'est Aziz Boudère. Voilà, moi j'y crois pas au début. Je dis, non, bah, c'est pas vrai et tout. Il me dit, si, c'est Aziz et tout. Écoute, en fait, voilà, je suis ton parcours et tout. Et je suis avec mes enfants qui sont fans de toi, et ils me croient pas que tu t'appelles Boudère par rapport à Wam. C'était trop marrant. C'est fou que ça s'inverse, et que c'est de là, génial. Il y a une amitié extraordinaire. Et à chaque fois que je suis au Maroc, ou même quand lui il est ici en France, on se cale et on se voit, et c'est un mec que j'apprécie. Ça a l'air d'être une vraie belle personne. En tout cas, il n'a pas hésité. On l'a contacté via les réseaux. Il avait à peine dormi. Franchement, il a joué le jeu. Oui, il était ravi de te laisser un message. Il fait beaucoup pour les jeunes au Maroc et pour les jeunes, le football marocain. Il fait vraiment énormément beaucoup de choses. C'est canon. Écoute, j'ai une deuxième surprise pour toi. Rien à voir, un peu. Et voilà. Je pensais que c'était Zidane. Je te laisse. Je pensais que c'était Zidane. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors ouvre, c'est un petit cadeau empaqueté. Je peux déchirer le papier ? Déchire tout. Ouais, parce que ma Rome, elle le récupérait toujours pour les autres trucs, pour les autres cadeaux. Tu peux déchirer. Attends, il y a 30 ans. Non ! Waouh ! Alors, qu'est-ce que tu découvres pour ceux qui nous écoutent ? Alors, je découvre le Club Dorothée, 30e anniversaire. Mais c'est un livre parce que tu es fan de Dorothée. Bah écoute, alors tu sais, tout à l'heure, je faisais le beau en disant que... Regarde la première page. Moi, j'aime bien savoir. Mais non. T'as une vraie dédicace de Dorothée. Mon cher Boudère, je t'embrasse bien fort, oui. Merci pour ton amitié, Dorothée. Oh, ma beauté. Ah bah écoute, tu sais, moi j'ai toujours dit, à l'époque, c'était une jeune stagiaire qui était attachée de presse qui s'appelle Émilie Kindis. Émilie Kindis, oui. Kindis, qui est aujourd'hui une très grande productrice, tout ça. Ouais. Puis quand elle a commencé avec moi. J'étais son premier humoriste à l'époque. Et elle me disait, mais qui je peux ramener ? Je dis, écoute, moi, je peux te dire, tu peux ramener qui tu veux. Dans la salle, il n'y a rien qui vous foutra le trac. Je dis, peut-être la seule personne, si je sais qu'elle est là, ça va me faire un petit truc. Sérieux ? C'est Dorothée. C'est marrant. Elle dit, bien sûr, je dis, ouais. D'où ça vient, cet amour ? Ben, je te dis, moi, à l'époque, le Club Dorothée, c'était le mercredi après-midi. Ouais. Il n'y a pas un Club Dorothée qu'on a raté. On était tous à la maison, on regardait le Club Dorothée. Aujourd'hui, s'il y a de la violence dans les quartiers, c'est parce qu'il n'y a plus de Club Dorothée le mercredi après-midi. Voilà. C'est qu'il n'y a plus rien qui retient les enfants à la maison. Et nous, le Club Dorothée, c'était le moment à ne pas rater. Et j'étais hyper fan. Et j'adorais les dessins animés. J'adorais ce que racontaient les dessins animés. J'aimais beaucoup les musclés. Et tu l'as rencontré déjà ? Oui, je l'ai vu. Alors, elle est venue voir le spectacle et tout. Il y a très longtemps. C'était dans le 5e, Théâtre Le Triomphe à Blainville, à rue Blainville à Paris. Ah oui, je me rappelle, j'étais venue. Ouais. Et elle était venue, et on avait bu un petit verre et tout. Et elle est comment ? Adorable. Elle est cool ? Elle est adorable. Je l'ai revue après... on s'est revus chez Drucker, chez Michel. Pareil. Et elle m'a appelé. Je lui ai dédicacé mon livre, je lui ai envoyé. Elle m'a appelé sur mon téléphone. Ah, il y a quand même un truc qui s'est construit. Il y a des échanges en texto et tout. C'est rigolo. Et c'est vraiment une femme extraordinaire qui a un vrai vécu, qui est exceptionnel et qui manque énormément à la télévision française. Et moi, à l'époque, c'était
C'était notre maman de la télé. Quoi. Et est-ce que ton nom, il passait quand c'était les jours des anniversaires Jamais, à la c'était fin? le 13 août, j'étais à Figuig, moi, il n'y avait pas TF1 là-bas. Ah bah ouais. Comment tu veux? Par contre... Et en plus, il fallait s'inscrire, en fait. Il fallait s'inscrire, on attendait, il fallait recevoir la carte de membre. Ouais. Et il fallait entendre son nom. Mais bon... Par contre, j'ai réussi à rester 3 minutes dans son concert à Bercy. C'est-à-dire qu'on était une 12, des potes à moi. Et je raconte ça sur scène, c'est trop marrant. Mais il t'a réussi à leur dire venez, ils sont venus les poteaux. Mais tout le monde voulait y aller. Ah, c'est génial. Je suis le dernier à être arrivé au rendez-vous à Pantin. Ouais. C'était au Zénith. Et j'arrive et on n'avait pas de place. Et on était 12. Ah, il fallait trouver dehors des sous-plats. Il n'y avait pas de place, ça coûtait trop cher. Je leur ai donné une technique. Je leur ai dit, vous savez ce qu'on va faire? Nous, les 12, on va courir vers l'agent de sécurité. Ouais. Celui qui passe, il passe. Celui qui passe pas, on va lui raconter ce qui s'est passé. Donc moi, on a couru vers l'agent de sécurité, on a réussi à rentrer. Et j'étais là au premier rang, c'est comme un tremblement de terre. Ça n'a même pas duré 30 secondes. Et là, il y a une main qui m'a attrapé, viens ici. Viens ici, tremblement de terre, ici. Et ils m'ont sorti. Mais j'étais dedans, je l'ai vu pendant 30 secondes. C'est génial. J'ai une autre surprise. Arrête, Amel, toutes ces surprises. C'est pour ton fils. Ah! T'as vu, on peut pas rentrer comme ça sans chez vois, soi ça, avec des surprises. C'est tes origines marocaines, ça. Ah oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Dragon Ball? Mais non! La boule de Dragon Ball Z? C'est la boule de cristal. C'est pas possible. Mais il m'en faut 6 autres. Il en faut 6. Comme ça va commencer. Faire un bon vœu. Ça va commencer. Il va commencer là. Je peux dire que mon fils, ça va lui kiffer. Faire extrêmement plaisir. Parce que j'ai réussi à le piquer un peu avec des dessins animés de l'époque. Avec Dragon Ball Z. Dragon Ball, ouais, il aime, il adore. Là, il est un peu dans le Naruto, tout ça. Ah, super. Mais voilà. Mais je préfère qu'il regarde un peu de temps en temps plutôt qu'il soit omnibulé par les Switch, les trucs comme ça. Ouais, c'est bien. Je laisse pas trop de liberté sur ça. Il en a, mais on essaie de partager le temps. Je veux qu'il lise, moi. Il lit beaucoup, mon fils. Il regarde beaucoup la télé ou pas? Parce que nous, il y avait beaucoup la télé chez nous. Mais parce que nous, c'était un signe d'extérieur de richesse. Nous, quand les invités ils arrivaient, on allumait la télé. Ouais. Pour leur dire, regardez, nous aussi, on a une télé. Hein. Ben oui, c'est vrai. Ouais. Alors que c'est con. Hein. C'est con. Normalement, quand les invités arrivent, t'étais à la télé, tu discutes. Non, mettez la télé. Tiens, regarde le Toshiba que je viens d'acheter. Et oui, il regarde. Mais alors lui, alors soit j'ai un enfant bizarre, mais lui, il aime bien tout ce qui est docu. Ah, c'est chouette. Docu sur les animaux, tout ça. Arte, on est un peu dans ce truc. Après, les trucs légers, c'est les dessins animés, tu vois. Les dessins animés. En tout cas, il n'est pas devant la télé-réalité. Ouais. Il aime bien de temps en temps. Koh-Lanta, il adore. Ah, bah c'est bien. Il adore Koh-Lanta. Non, télé-réalité, non, c'est bien pour ceux qui le font, mais non, je pense pas que ça aide la société à avancer, ce truc. Je suis pas sûr. Et enfin, pour un enfant de 9 ans. Non. Oui, pour un enfant de 9 ans, du moins, c'est pas... intéressant. Et qu'est-ce que... ta dinguerie du futur? Parce que tu as touché à beaucoup de rêves, tu as fait du cinéma, du théâtre, tu as fait... Ma dinguerie, du futur, je suis en train de la vivre. Je suis en train de réaliser mon premier film. Ouf. Voilà, je l'ai écrit, je joue dedans, je co-réalise parce que j'ai pris un jeune réalisateur qui a grandi à Aubervilliers. Je me suis dit, il faut donner un peu la chance à tout le monde, pas tout prendre. Et voilà, et ça raconte l'histoire d'un comique qui ne fait rire personne. Et un jour, par hasard, il se retrouve à l'hôpital pour venir voir un ami à lui qui a une intoxication alimentaire. Il se perd, en partant de chez cet ami-là, il se perd dans l'hôpital et il arrive au service leucémie des enfants. Ah ouais. Et là, il entend des rires d'enfants. Il est subjugué par ces rires. Et quand il se rapproche, il voit un clown faire rire les enfants. Il est abordé tout de suite par le président de l'association des clowns de France dans les hôpitaux. Il dit, vous aimez ce que fait ce monsieur? Il dit, oh, ça a l'air sympa et tout. Et en fait, il le teste. Il dit, est-ce que vous êtes capable de faire rire des enfants? Alors tu dis, oui, je suis humoriste. Bien sûr, je peux me faire rire tout le monde. Donc il rentre, il commence à faire des vannes qui marchent pas, parce qu'il y a des enfants malades. Il leur dit, vous n'avez pas remarqué dans le métro Ah ouais, mais comme vous prenez pas le métro, donc forcément la blague ne marche pas. Il voit qu'il n'est pas drôle et il voit qu'il ennuie les enfants. Il se dit, bon, c'est pas ma place ici. Donc en partant, il trébuche, il tombe. Et quand il tombe, tous les enfants rigolent. Et c'est la première fois de sa vie qu'il entend des rires. Et il dit, je pense que ma vie, elle est ici. Et il décide
de devenir le clown de l'hôpital de Robert Debré. Ah, c'est super. Il s'ensuit plein d'histoires avec des enfants. C'est super parce qu'il y a un peu de... Robert Debré, tu y vas souvent. Exactement. Je t'ai vu, tu arrives le premier, tu pars le dernier. C'était très, très investi dans les hôpitaux. Tu prends le mic avec les enfants. Je t'ai vu, mais donner de ta personne comme jamais. Je suis super contente pour toi. C'est là que j'ai rencontré ces clowns qui étaient là. Qui, parce que nous, on arrivait, comme on est connus, eux, ils étaient un peu relégués, tu sais, je les voyais un peu sur le côté, comme ça. Et je me disais, mais c'est pas cool, parce que c'est eux qui sont là toute l'année. Nous, on vient pour les Noëls, on vient quand on peut. Et donc, je leur disais, faites ce que vous faites, d'habitude. Moi, je suis votre apprenti. Et donc, ils étaient touchés par ce truc-là. Donc, ils chantaient, je chantais avec eux, on rigolait. Et je disais, mais il faut leur rendre hommage à ces gens-là, parce que ce sont des comédiens, d'abord. Des comédiens qui sont aujourd'hui donnent de leur personne pour faire rire des enfants malades. Alors voilà, le film est drôle, mais il est surtout très touchant. Et de ma petite expérience avec les enfants veulent qu'on les regarde comme des enfants, sans la particule malade. Tu vois, ce sont des enfants tout court. Et eux regardent les clowns comme des artistes, comme des vrais artistes. Et tu sais, je l'ai reprise cette phrase-là dans mon film, mais c'est des enfants qui ont des maladies très, très compliquées. Et moi, j'ai eu un enfant qui me disait, une fois, m'a dit, moi, tu sais, Boudère, je sais que je vais mourir. Mais j'ai pas peur. Ce qui me fait peur, c'est de laisser mes parents tout seuls. Tu vois, donc ils pensent, on rend pas. Et c'est vrai que quand nous, on arrive, on vient faire rire les enfants, mais les gens qu'on détend le plus, c'est les parents. Parce que les parents, les pauvres, ils sont dans un truc. Tu sors du travail, il faut que tu cavales pour aller à l'hôpital. Mon père était comme ça quand j'étais petit, quand j'étais à l'hôpital Necker. Je l'imagine comme ça, avec son bleu de travail. Philippe, ce qui me raconte ça. Tu sais, moi, pour faire mon film, il fallait que je raconte un peu. Oui, tu mets un peu de toi. Mon papa, quand j'avais 2 ans, 3 ans, que j'étais à Necker, quand tu travaillais de ce côté-là de Paris, elle me disait, j'avais pas le temps de me doucher. Je venais directement, je te prenais un peu dans mes bras, je te donnais ton biberon et je partais. Ta mère, c'est ça. Mais tous les jours, c'est fatigant, c'est tous les jours d'aller à l'hôpital. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de familles qui vivent ça. Et donc j'ai voulu un peu rendre hommage un peu à ces parents-là. Et dans un film. On tournera normalement au mois d'août, si tout se passe bien. Et donc voilà, ça parle de ça. Et c'est une dinguerie, parce que plus on avance, plus c'est... Je me dis, qu'est-ce que je fais là-dedans? Avec les prépas, les castings, les prises de tête. Mais j'ai envie de faire ça. Super. Eh ben, je te souhaite le meilleur Boudère. Non, merci Amel, merci, longue vie à ce projet-là. C'est même pas une émission, hein. Non, je te jure que c'est un verre, en fait. Viens chez WAM. Viens chez WAM. Viens chez WAM, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ouais. Et viens, j'ai des trucs à te dire, t'as des trucs à me dire. Non, c'est beau, j'aime bien, merci beaucoup. Merci Boudère. Et j'ai passé un excellent moment. Merci de nous avoir écoutés, c'était Boudère et Amel Chabi. Dinguerie Room est un podcast original Engel présenté par Amel Chabi. Productrice Clémence Friès, réalisateur Raphaël Fruchard, ingénieur du son Paul Fourrure, coordinatrice de production Alix Pénichon.